Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir ce matin pour notre webinaire annuel dédié à la nouvelle récolte de blé 2025. Je suis Delphine Morla, responsable de catégorie pour le marché de la boulangerie chez Limagrin Ingrédients et j'ai le plaisir d'animer cette session aux côtés de Catherine Barge et Lucille Dubost qui vont décrypter cette campagne 2025. Donc tout d'abord, Catherine Barge, directrice des achats et filières chez Limagrin Ingrédients, également experte en sourcing blé et maïs et membre du conseil d'administration de l'ANMF. Catherine succède à Claude Gagnol, qui a pris sa retraite cette année. Nous tenions à profiter de ce moment pour le remercier chaleureusement pour ses nombreuses contributions. Donc, Catherine nous apportera son éclairage sur les tendances du marché blé, ainsi que les perspectives de cette campagne. Notre deuxième experte est Lucille Dubost, responsable du développement des nouveaux produits et du laboratoire de panification chez Limagrin Ingrédients. Lucille nous présentera les résultats qualité de cette nouvelle récolte, ainsi que ses recommandations en matière de panification. Donc, pour commencer, intéressons-nous aux fondamentaux du marché et les facteurs qui influencent les prix du blé. Pour décrypter tout cela, je vais laisser la parole à Catherine. Merci Delphine. Bonjour à tous. Effectivement, il est bon de rappeler quels sont les facteurs principaux qui influencent le marché. On va les regarder ensemble. Okay. Donc, les fondamentaux du marché, les éléments structurels tout d'abord. Donc, évidemment, le ratio stock et consommation que nous regarderons ensemble. La parité euro-dollar ou des devises locales également. Bien sûr, les surfaces et les volumes de production de blé, mais également de maïs. La consommation destinée à l'alimentation animale, on va dire la consommation d'une manière générale. Et bien entendu, l'instabilité, ou du moins le contexte géopolitique qui donne des perspectives de croissance ou de récession. Il y a également d'autres éléments de volatilité, comme effectivement les autres niveaux de production des cultures céréalières, mais également du soja. Il y a la rétention potentielle des agriculteurs, notamment cette année, on en reparlera. Il y a éventuellement la qualité disponible, même si effectivement cette année pas de qualité problématique, on va dire, mais Lucie vous en touchera un mot tout à l'heure. Il y a également le contexte de weather market, potentiellement, qui influence la volatilité, mais également tout le contexte de marché des matières premières, pétrole, minéraux. Il y a également d'autres éléments, mais plus difficiles à évaluer, qui sont les niveaux de production et de consommation de la Chine, qui reste le premier consommateur mondial. Voilà pour les éléments. Donc, on parlait tout à l'heure de l'incertitude, du contexte géopolitique. L'incertitude est omniprésente sur les marchés. Vous connaissez comme moi le contexte. Bien entendu, on peut citer la guerre en Ukraine. Même si le marché, si l'on peut dire, s'est habitué quelque part à cette situation, il pourrait quand même y avoir des impacts si le flux était perturbé à cause du conflit. Par exemple au niveau d'un port, enfin en tout cas si ça perturbait la logistique qui s'est établie malgré tout depuis quelques mois. On peut également citer le conflit israélo-palestinien qui impacte sur le prix de l'énergie notamment. Il y a également le contexte, les tensions, je vais dire, entre la France et l'Algérie qui limitent notre capacité à exporter. L'Algérie était jusqu'à présent notre premier client. Et puis, ce n'est plus le cas. Donc, aucun volume de blé français ne sera exporté en Algérie cette année, ce qui va peser là aussi potentiellement sur les prix. Et puis, actuellement, c'est surtout le contexte de guerre économique provoqué par Donald Trump qui impacte les marchés. Cela provoque des incertitudes sur les flux d'import-export de céréales en fonction des droits de douane. Et cela génère également une faiblesse du dollar qui, pour nous, Européens, impacte défavorablement sur notre capacité à exporter des céréales. Donc, actuellement, on a quand même l'impression, on en reparlera tout à l'heure, que le contexte géopolitique impacte peu ou moins les marchés qu'à une époque, et que c'est surtout les fondamentaux qui semblent vraiment peser sur les prix. Justement, regardons un peu les fondamentaux et notamment les niveaux de production des céréales au niveau mondial.
Donc, sur cette carte, vous pouvez voir les conditions de culture des principales céréales dans le monde. En rouge, les zones où les cultures ont connu des conditions plus défavorables. En bleu et en vert, des conditions de culture favorables, voire exceptionnelles. Et comme vous pouvez le voir, le vert et le bleu sont les couleurs les plus représentées sur la carte. Seules les zones autour de la mer Noire et du Royaume-Uni sont en rouge. Donc, au niveau mondial, l'ensemble des cultures a eu de bonnes conditions. Le blé et le maïs ont de meilleures conditions que l'année dernière, globalement. Pour le blé, les conditions de récolte sont bonnes pour le blé d'hiver en Europe et aux États-Unis. En Russie, les rendements varient selon les régions, mais globalement, sont bonnes. Et en Ukraine, les rendements sont inférieurs à la moyenne. En maïs, on attend des rendements exceptionnels au Brésil. Associé également à une augmentation des superficies, donc des volumes de production annoncés élevés. Les conditions sont favorables en Inde et au Mexique, et les rendements devraient être plus élevés aux États-Unis. Ils ont été encore revus à la hausse le rapport qui vient de paraître il y a moins de 2 jours. Donc les conditions, par contre, sont mitigées en Russie en raison de la sécheresse, tout comme en Ukraine, et vous le voyez sur la carte. La même représentation, mais là avec un focus sur le blé. Là aussi, vous voyez que le vert est bien présent. Les niveaux de production attendus sont bons dans le monde. Et la production de l'Australie et de l'Argentine, qui va arriver dans quelques semaines, est également prévue à un bon niveau, ce qui peut également peser sur le marché. Alors, si on regarde quelques chiffres maintenant, donc le niveau de production de céréales, effectivement, comme je vous l'annonçais, a atteint un record cette année pour atteindre 2,4 milliards de tonnes. Le niveau de maïs attendu est également record à presque 1,3 milliard, ce qui va peser également sur le marché du blé. Et un autre élément à regarder est le ratio stock par rapport à l'utilisation. Il se situe autour de 32%. En ligne avec les années précédentes. Alors, présenté un peu autrement, vous voyez une augmentation effectivement de la production mondiale à 816 millions de tonnes. Ce n'est pas forcément les chiffres définitifs, mais ça donne une bonne idée par rapport à tout ça. Donc, le 32%, il y a un bon ratio et comparable aux années antérieures. Donc, la production mondiale de blé, cette année, on a une hausse à un niveau exceptionnel à 816 millions de tonnes. On a aussi donc un niveau de consommation qui est un peu plus élevé, mais qui permet quand même de maintenir un stock final estimé à 2 millions de tonnes. Il faut bien noter que c'est un record de production cette année, et qu'au global, les principaux exportateurs n'ont jamais produit autant. Donc ça, c'est des éléments qui pèsent sur le marché. Donc, compte tenu de ces éléments, on comprend mieux pourquoi, en fait, le niveau des prix des céréales est baissier depuis plusieurs semaines. Alors, quelles sont les tendances européennes pour cette récolte? La récolte de blé se caractérise, en fait, par une augmentation de la production européenne atteignant 128,1 millions de tonnes, soit une hausse de 14,7% par rapport à la campagne passée. L'utilisation domestique du blé reste stable à 103 millions de tonnes. Les volumes d'exportation sont prévus en hausse, mais ils n'atteignent pas les niveaux historiques alors qu'ils sont prévus en hausse parce que la production est supérieure à celle de l'année dernière. Et il y a une baisse du niveau de stock qui est estimée à 7,6 millions de tonnes. Maintenant, si on fait un focus sur la France, on constate, et c'est bien normal, un net rebond de la production française après l'année catastrophique de l'année dernière. Le volume augmente de 30%, mais reste inférieur de 4,5% par rapport à la moyenne quinquennale. Parce qu'effectivement, même s'il y a eu un rebond, l'année était tellement difficile l'année dernière. Donc, c'est un bon niveau, mais ce n'est pas un niveau équivalent aux années passées. L'utilisation domestique est en légère hausse.
Et la prévision des volumes d'exportation en pays tiers est d'environ 8 millions de tonnes. Mais cela reste un véritable challenge, en fait, car on a perdu, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, notre principal client historique, qui est l'Algérie, suite aux tensions entre nos deux pays. Donc, il faudra être attractif pour vendre 8 millions de tonnes qui risquent de peser là aussi sur les prix. Donc, le niveau de stock prévisionnel reste relativement élevé. Donc, au vu de tous ces fondamentaux, nous avons détaillé, on va pouvoir regarder d'un peu plus près la dynamique des prix du blé. Donc, ça, c'est une courbe qui représente l'évolution des prix depuis 2022. Nous avons connu des évolutions de prix très marquées liées au contexte géopolitique ou à des événements climatiques majeurs, comme vous pouvez le voir. Et depuis quelques mois, il semble que les fondamentaux, niveau de production, niveau de stock, guident le niveau de prix au niveau mondial. Et dans ce contexte donc, de volume important et de concurrence exacerbée, les prix sont baissiers depuis plusieurs mois. Si on regarde de plus près la situation sur Euronext, alors elle date du 29 septembre 25. Depuis, elle a encore un petit peu baissé puisque le dernier rapport de l'USDA qui est paru il y a moins de 2 jours annonçait encore des niveaux de production supérieurs à ceux annoncés il y a un mois, ce qui a encore impacté de quelques euros à la baisse. Donc effectivement, on voit bien que dans ce contexte-là, on a des prix baissiers. La parité euro-dollar dont je parlais tout à l'heure est aussi un facteur qui influe beaucoup sur le prix Euronext. La parité pèse pour 10, peut-être même 15 euros sur le prix Euronext. Donc à ce niveau de prix, en fait, il faut bien être conscient que les agriculteurs ne couvrent pas leurs coûts de production parce que les prix des engrais sont élevés en ce moment. Et donc, à ce niveau de prix, les producteurs ne souhaitent pas vendre. Il y a donc une rétention du blé qui pourrait, là, par contre, être plutôt un facteur haussier. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, mi-septembre, on estimait que les agriculteurs avaient vendu uniquement 35% de leur production, alors qu'à la même époque, on était à 55%. Donc, effectivement, ils sont attentistes et espèrent une évolution à la hausse du marché. Donc, tout ça fait que pour acheter des blés en France, il faudra certainement prévoir, en tout cas, il faut prévoir une prime de marché de 10, on l'espère, et peut-être jusqu'à 15 euros pour effectivement disposer des volumes de blé. Donc, effectivement, en résumé, les marchés semblent confirmer ces niveaux de prix pour les semaines à venir, sauf événement majeur dans le monde. Effectivement, il faudra continuer à suivre. En résumé, les facteurs à regarder, les facteurs de hausse, ce sont je vous disais, les risques de rétention des agriculteurs. C'est vrai partout, les niveaux de prix ne couvrent pas les coûts de production en France, mais aussi aux États-Unis et dans toute l'Europe. Une éventuelle consommation chinoise qui pourrait effectivement augmenter le niveau de production. Peut-être aussi, on nous annonce peut-être du Pakistan qui reviendrait effectivement acheteur également, mais dans une moindre mesure, pour impacter aussi le marché à la hausse. Les tensions commerciales peuvent aussi clairement générer des hausses. La parité euro-dollar, bien évidemment, peut jouer, puisque je vous disais, il y a un vrai impact du dollar qui est faible actuellement sur le marché Euronext. Bon, cependant, à ce jour, il me semble que les experts s'accordent plutôt sur une parité qui resterait à ce niveau pour les mois à venir. Pour les facteurs baissiers, vous en parlez tout à l'heure, le niveau de production en Australie et en Argentine, qui est attendu bon, qui là aussi risque de peser sur le marché. Un niveau record de production de maïs. On voit bien que là, il y a une vraie connexion, puisque le maïs a production record. C'est une année qui semble être exceptionnelle. Une très forte compétition avec le blé russe, également. Lui-même va peut-être être en compétition avec le blé australien, donc à suivre. Et malgré tout, une demande qui est vue plutôt atone, liée au contexte économique assez incertain. Et puis, bien entendu, toujours la parité euro-dollar
comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, en conclusion, une année qui devrait rester sur des niveaux de prix relativement bas, ne permettant pas la rémunération des producteurs, mais des facteurs aussi qui peuvent aussi impacter, qui existent. Et bien entendu, on a toujours un contexte mondial qui peut provoquer des changements brutaux. C'est toujours possible. Merci beaucoup, Catherine, pour cette analyse très complète. Je vous le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. À présent, nous allons nous intéresser à un autre volet essentiel de cette campagne, la qualité des blés, des farines. Donc, je vais laisser la parole à Lucille qui va nous expliquer tout ça. Merci Delphine. Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un résumé des variétés cultivées en France. Concernant ces blés, en 2025, nous pouvons regarder deux choses. Tout d'abord, la répartition globale des semis et ensuite les pourcentages d'emblavement par variété. Donc, cette étude, elle est basée sur 99,9% de la surface totale cultivée en blé tendre. Donc, concernant la répartition globale, sur le graphique de gauche, nous trouvons sur la majorité des surfaces des semis purs à 78,5%, mais nous voyons apparaître depuis quelques années des semis de mélange de variétés de blé tendre. Ce sont les mélanges intraspécifiques. Ils représentent aujourd'hui 20,1% de la mise en terre. Il existe également des semis interspécifiques, lesquels couvrent 1,4% des surfaces. Ces blés sont alors associés principalement avec de la févrole et du tri. Si nous passons sur le tableau de droite dans lequel est listé le top 10 des variétés de blé cultivées en France, nous voyons que les 10 premières variétés représentent 40,7% des surfaces contre 43,6% en 2024. Nous sommes toujours sur une grande diversité variétale. Toutes ces variétés sont inscrites en tant que blé menu. La variété Chevignon est toujours numéro 1, mais les surfaces sont en diminution de 4,2% par rapport à 2024. La régularité de ses rendements et de sa qualité en fait une variété très appréciée, que ce soit au niveau agricole, mais également en panification. Intensity entre dans le top 10 directement en deuxième position, au détriment de KWS Extase, qui rétrograde en 9e position. Prestance et LG Absalon, eux, se maintiennent à la 3e et 4e place. La seconde nouveauté dans le top 10, c'est la variété Pont d'Or qui entre en 5e position, tandis que KWS Ultime et Complice quittent ce classement. Celebrity, quant à lui, a perdu 5 places au classement et comme on pouvait s'y attendre, son profil maladie a fortement impacté la variété lors de la précédente récolte, ce qui l'a fait reculer. Si nous faisons un focus sur les deux nouvelles variétés, les deux nouvelles variétés Intensity et Pont d'Or. Donc, Intensity, c'est un blé BPS, donc un blé panifiable supérieur. Cette variété est recommandée par la meunerie, elle est donc BRM. Elle présente généralement des bons rendements à la récolte et a des caractéristiques régulières en panification. Au pétrin, nous allons trouver une pâte plutôt extensible et la mie du produit fini sera crème à jaune. La variété Pont d'Or, quant à elle, est également un BPS et est recommandée par la meunerie. Cette variété présente un excellent potentiel de rendement au champ et de très bonne qualité meunière. Au pétrin, Pont d'Or apportera une pâte équilibrée à élastique et les pains obtenus ont un bon à très bon volume, la mie est jaune. Ça, c'est une variété qui peut se développer dans les années à venir. Sur ce nouveau graphique, nous avons la répartition des différentes catégories de blé cultivés depuis 2016. Donc, nous voyons que les blés panifiables sont majoritaires. Cette année, ils représentent plus de 88% de la sole française. La part des blés VRM prend une place de plus en plus importante au détriment des autres BPMF. Cela se traduit par des variétés de plus en plus performantes sur le plan qualitatif. Les blés améliorants que l'on retrouve plutôt sur la partie sud de la France couvrent 5,6% de la surface nationale
Ils sont en augmentation depuis 5 ans à l'échelle nationale. La part des surfaces de blé biscuitier est estimée à 0,6%, toujours en décroissance, ce qui n'est pas sans générer des problématiques pour la filière biscuitière. Archéos reste toujours majoritaire sur le marché français, occupant 0,73% des surfaces. Mais on a toujours un manque de diversité variétale sur le marché, ce qui accroît le risque d'approvisionnement sur ce type de blé. Les blés pour les autres usages représentent 1,9% de la solde de blé tendre, légèrement supérieure à 2024. Et pour terminer, les surfaces cultivées avec des blés dont on ne connaît pas la valeur d'usage sont de 3,4%. Concernant ces blés à usage inconnu, la définition a été modifiée en 2021. Avant cette date, la catégorie blé inconnu contenait des variétés pures dont la valeur d'usage est inconnue, plus les mélanges intraspécifiques, plus les mélanges interspécifiques. Depuis 2021, les mélanges intraspécifiques ont été sortis de cette catégorie et représentent une catégorie à eux seuls. Ce sont les mélanges panifiables représentés sur le graphique par la couleur bleu foncé ou bleu-vert. On n'arrive pas trop à voir. Maintenant, on va faire un petit focus sur les BAF, les blés de force. Donc, le terme générique BAF va regrouper 2 types de blés. Tout d'abord, le blé de force, lequel a une teneur en protéines et une force boulangère W naturellement élevée. Les principales exigences de la meunerie française pour ce type de blé, sont un taux de protéines supérieur à 14% et un W supérieur à 350. Le blé améliorant, quant à lui, est un blé de force pour lequel on a pu démontrer qu'il améliore certaines caractéristiques en panification. Donc, nous allons utiliser ces BAF dans des mélanges meuniers afin d'améliorer les caractéristiques de panification et les caractéristiques pour le produit fini. Et ces BAF vont permettre d'adapter les mélanges meuniers selon l'application finale. Nous observons que les 3 principales variétés de BAF en 2025 sont quasiment au même niveau. Le Fort Cali, avec son profil souple, est passé numéro 1 devant Isalco, qui a un profil plutôt tenace, souple, et devant Rebelle, qui a un profil tenace mais fort. Il faut noter l'arrivée de BAF plus souples comme KWS, Fortitium, Constellum et Agriade dans le top 10, qui permettront d'équilibrer des pâtes trop tenaces et déchirées. Maintenant, on va passer à la qualité des blés et de la farine. Donc, quelques éléments de ce qu'il faut retenir. Donc, tout d'abord, concernant la qualité des blés de la récolte 2025, juste une information, c'est que les graphiques présentés donnent les résultats sur blé à l'entrée des silos de collecte, donc à l'entrée des coopératives. La moyenne de la teneur en protéines en 2025 est autour de 11,3%. Elle est satisfaisante et proche de celle de 2024, laquelle était à 11,4%. On note toutefois sur le graphique une diminution des volumes de blé avec un taux de protéines supérieur à 11,5%. De 2020 à 2024, 56% des blés avaient une teneur en protéines supérieure à 11,5%. En 2025, il y en a seulement 31% contre 41% si on considère uniquement 2024. Donc, même si la moyenne en protéines reste correcte, globalement, on a une nette diminution de blé avec un taux de protéines supérieur à 11,5 et surtout supérieur à 12. On a 8% supérieur à 12 en 2025 contre 19% en 2024. Donc, la majorité des blés cette année ont un taux de protéines compris entre 11 et 11,5% comme en 2024, alors que les années précédentes, cette majorité se situait entre 11,5 et 12%. Pour cette récolte, il faudra donc adapter les mélanges meuniers pour atteindre les taux de protéines des cahiers des charges farine. Pour certaines applications, il y aura un intérêt à augmenter les blés de force dans les mélanges au détriment des blés BPM. Je fais une aparté concernant la Limagne, donc dans le centre de la France. En effet, les taux de protéines sur cette zone ont augmenté de 0,6 à 0,8% selon les variétés.
Les maquettes blé qui seront réalisées en Auvergne vont donc être travaillées ou ont été travaillées selon ces caractéristiques locales. Passons aux poids spécifiques. Donc, cette année, ils sont bons. Alors qu'en 2024, 28% de la récolte avait un PS supérieur à 76 kg par hectolitre. En 2025, ce sont 94% des blés. Comme le disait Catherine tout à l'heure, on ne reviendra pas sur la qualité de l'année 2024. Donc, les opérations de tri et de nettoyage par les collecteurs et à l'entrée des moulins ne seront pas nécessaires cette année par rapport à ce critère. Ce résultat va permettre une amélioration des rendements meuniers et des nids plus clairs comparativement à 2024. Ces résultats sont liés au très bon ensoleillement au moment du remplissage du grain et ceci sur l'ensemble du territoire. Une autre caractéristique liée à l'ensoleillement et à la chaleur est l'humidité des grains de blé, lesquels cette année sont secs en comparaison aux années précédentes. Près de 50% ont une humidité inférieure à 12,5%, alors que la moyenne était à 13,6% en 2024. Il pourrait y avoir au niveau du moulin un réglage du pourcentage d'eau à l'étape du mouillage afin de décortiquer le grain de manière optimale. Les temps de chute, sinon sur les autres critères, donc les temps de chute sont très bons. 90% des blés récoltés ont un indice supérieur à 300 secondes. Sur certaines zones, sur le territoire national, on peut avoir une pression maladie assez élevée concernant l'ergot, ce qui génère du déclassement de blé à l'entrée des organismes stockeurs. Des contrôles analytiques peuvent être mis en place afin d'isoler les cellules non conformes pour l'alimentation humaine et animale. Donc, ceci m'amène à vous parler brièvement de l'ergot, des sclérotes et des alcaloïdes. Je vais juste vous dire quelques mots issus d'une fiche rédigée par Arvalis, laquelle est beaucoup plus complète. Donc, juste pour dire que consommer en trop grande quantité, les alcaloïdes d'ergot sont toxiques pour l'homme et les animaux. Ils peuvent être responsables de toxicité chronique ou aiguë. Donc, même à faible dose, ils peuvent avoir des effets sur la santé. Il est donc important de contrôler le taux d'alcaloïdes d'ergot afin de respecter la réglementation en vigueur, ceci afin de garantir la santé des consommateurs. Deuxième point par rapport à ce sujet, donc l'ergot, c'est un champignon qui passe l'hiver dans le sol. Il va se développer au printemps et peut engendrer une double contamination. En juillet, il va se développer sur les épis de blé à la place du grain. Autre point concernant l'ergot, donc lors du process de mouture, 25% des alcaloïdes vont disparaître de la farine, mais peuvent se retrouver en concentration élevée dans les coproduits tels que le son, le germe et le remoulage. L'utilisation de la farine dans la fabrication du pain va permettre de réduire de 60% la concentration en alcaloïdes. Donc, même si le taux est fortement réduit lors des process de transformation, la mouture et la panification, ils ne sont pas totalement éliminés. Il y a donc toujours un risque pour le consommateur et les animaux à consommer de la farine qui pourrait avoir un pourcentage en alcaloïdes trop élevé. Donc, il existe aujourd'hui un levier efficace pour réduire la contamination par champignons. Il consiste à modifier le travail des sols après la récolte. Donc, par exemple, l'année 1, on peut faire un labour profond pour enfouir les sclérotes. Et l'année 2 et 3, travailler le sol plutôt en surface pour éviter de faire remonter les champignons. On peut également pratiquer la rotation des cultures en optant pour des végétaux non hôtes de ce champignon, comme les oléoprotéagineux, le maïs, la betterave, la lucerne et il y a d'autres végétaux. Donc, comme je vous le disais, ces explications sont issues d'un document réalisé par Arvalis. Personnellement, je ne suis pas une experte du sujet. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à poser des questions dans le chat et nous les transmettrons aux personnes plus expertes qui sauront vous répondre. Donc, si je continue sur la qualité des blés, donc je vais conclure sur la qualité globale. Donc, la qualité globale, c'est la combinaison du taux de protéines, des poids spécifiques, des temps de chute et des valeurs alvéo.
Donc, en 2025, 64% des blés sont classés en qualité premium et supérieure. En 2024, ce n'était que 19%. Nous retrouvons donc des valeurs standards. Toutefois, je mets petit bémol à tout ça, c'est qu'il faut quand même noter que si de 2019 à 2023, nous avions une répartition plutôt équilibrée de blé premium, supérieur et médium, donc respectivement 28, 34 et 30%, nous voyons sur 2025 une diminution de la qualité premium à 17%. Cela résulte de l'impact de la diminution du taux de protéines sur la qualité finale des blés, malgré de bons résultats sur les autres critères comme les poids spécifiques et la graine. Donc, cette déviance dans la classification des blés n'engendrera pas de difficulté majeure dans la formulation des mélanges utilisés pour la fabrication des farines. Sur la qualité des farines et nos recommandations par rapport à cette récolte 2025, donc, les moutures qu'on a utilisées pour les analyses et les essais de panification ont été réalisées sur un mini moulin bullaire. Les blés sont issus de la Limagne, mais également différents lieux de collecte français. Les tests de panification ont été menés selon le test BPA. Donc, je vais tout d'abord vous parler des impacts de la qualité des blés sur les valeurs analytiques. Donc, à l'alvéo, on note une force boulangère W plus basse en 2025, alors que les 2/3 de la récolte de 2024 avaient un W supérieur à 170, cette année, c'est seulement 51%. Les indices d'élasticité, eux, sont stables et plutôt équilibrés par rapport à l'année dernière. Les P sur L, quant à eux, sont élevés à très élevés. Alors que les 5 années précédentes, 13% des blés avaient un P sur L supérieur à 1, cette année, ce sont 52%. Pour certaines applications qui demandent de l'extensibilité, comme par exemple les croissants, les pâtes à dérouler, les pâtes, il va parfois être difficile de répondre exactement aux valeurs de P sur L maximales des cahiers des charges. Il va donc falloir travailler sur les assemblages blés au niveau du moulin pour incorporer des blés plus extensibles, ou pour l'industriel, travailler sur les recettes et process afin de pallier aux défauts des farines de cette année qui ont tendance à être plus élastiques. Pardon. Nous avons réalisé des farinographes sur les blés récoltés en Auvergne. Le gain d'hydratation est supérieur de 2 à 3 points. Nous retrouvons donc des hydratations équivalentes à 2023. Et ceci sur des blés BPMF et BAF. Au farino, la stabilité des pâtes est correcte et meilleure qu'en 2024. Donc, si l'hydratation des pâtes est plutôt correcte cette année sur certaines zones comme en Auvergne, une attention particulière peut être nécessaire pour les farines contenant une proportion importante de blé BPMF, nécessitant des approvisionnements extérieurs. En effet, compte tenu du taux de protéines qui peut varier d'un lieu de récolte à un autre, il faudra assembler les blés de manière à stabiliser la qualité des farines tout au long de l'année. Passons maintenant à l'impact de la qualité des blés sur la panification. Comme nous l'avions pressenti avec les farinographes, nous notons un gain d'hydratation des pâtes au pétrin allant de 1% à 3% selon les variétés. Le lissage est rapide. Cette année, nous obtenons des pâtes élastiques au pétrissage, mais plutôt équilibrées en élasticité et extensibilité au façonnage. On peut trouver un possible déchirement selon les régions. Nous avons noté une bonne tenue à la mise au four et des développements corrects. Les coups de lame sont bien développés. Les croûtes, cette année, peuvent être plus claires et les mie ont tendance à être plus crème, voire plus jaune pour certaines variétés. Ces valeurs sont plutôt en corrélation avec les résultats analytiques. Donc, nos recommandations pour cette année. Donc, pour optimiser les farines, nous recommandons d'optimiser le temps de pétrissage, ce sera plutôt à la baisse car le lissage est plus rapide. Il y a un intérêt d'incorporer dans les assemblages des blés de force et ou du gluten pour équilibrer des maquettes trop faibles. Chez Vinaigre Ingrédients, pour substituer aux ajouts de gluten,
nous proposons nos solutions Glucef qui permettent de réduire de 40 à 60% vos incorporations de gluten. Pour les baguettes et les pains précuits surgelés, pas nécessaire d'ajouter des extenseurs malgré des P sur L élevés car la pâte s'équilibre plutôt bien entre la fin du pétrissage et le façonnage. Comme les volumes sont bons cette année, la quantité d'alpha-aminase pourrait éventuellement être ajustée à la baisse dans les correcteurs et améliorants. Super. Merci beaucoup, Lucile, pour toutes ces informations. Désolée pour le bruit du clavier. Normalement, ça devrait être mieux à présent. Je vous propose de passer à la session de questions-réponses. Une première question, Catherine. Tu nous as parlé au début de ta présentation du Weaver Market. Est-ce que tu peux nous préciser de quoi il s'agit, s'il te plaît ? Oui, alors tout à fait. En fait, c'est une période où les prix des céréales sont principalement influencés par les conditions météorologiques, enfin, les prévisions. Ça peut être la sécheresse, les pluies intenses ou le gel qui modifie en fait les prévisions de production et qui peuvent de ce fait faire varier les cours. Ok, merci pour la réponse. Lucile, on a une question. Tu nous as expliqué au début de ta présentation les mélanges intraspécifiques et les mélanges interspécifiques. Est-ce que tu peux réexpliquer de quoi il s'agit ? Donc, les mélanges intraspécifiques, c'est des semences de différentes variétés qui vont être mélangées et mises au champ mélangées, en fait. Donc, ça, c'est le mélange intraspécifique. Donc, on va mettre plusieurs variétés en culture en même temps. C'est un mélange de variétés de blé différents. Et le mélange interspécifique, quant à lui, c'est des variétés de blé qui vont être mises en culture avec d'autres variétés comme de la févrole et de la luzerne. Pardon, Catherine ? Espèces, pardon. D'autres espèces, pardon. Merci. Ça marche. Merci, Lucile. On a une autre question sur la partie sur l'ergot. Lucile en a parlé. Catherine, comment on peut limiter ce risque ergot ? Est-ce que ça se fait au niveau du silo ou est-ce que c'est uniquement durant le process silo ? Oui, effectivement, on voit bien que d'année en année, la pression par rapport à ce contaminant évolue, dû aux conditions climatiques, mais aussi aux conditions de culture, avec une limitation du nombre de molécules pesticides efficaces, notamment des herbicides. Et donc, en fait, je pense, comme vous le disiez, Lucille, il y a des facteurs agronomiques sur lesquels la production, on peut essayer de limiter ce risque-là. C'est le climat joue pour beaucoup. Les organismes stockeurs ont aussi un rôle à jouer dans la maîtrise des sclérotes. Le nettoyage élimine les sclérotes d'ergot. Et nous également, en tant que meunier, parce qu'on a aussi des étapes de nettoyage de notre grain, donc ça limite la présence de sclérotes. Pour autant, ce sont des alcaloïdes d'ergot qui sont réglementés sur la farine. Donc ça nous impose effectivement d'être vigilants, de faire des analyses pour maîtriser l'ensemble, pour maîtriser d'un point de vue sanitaire la qualité des farines. Très bien. Merci Catherine pour cette question. On va prendre une dernière question, cette fois-ci pour Lucile. Lucile, donc, quel est l'élément du blé qui explique l'augmentation d'hydratation des pâtes ? Je vais faire une réponse plutôt rapide là-dessus. En fait, il peut y avoir différentes choses, mais c'est surtout il y a le pourcentage de protéines, la quantité de gluten qui va être le pourcentage de protéines lié au pourcentage de gluten qui va permettre de mieux hydrater les pâtes. Très bien. Merci Lucile. Merci à vous, Lucile et Catherine, pour toutes ces informations. Donc, nous arrivons à présent à la fin de notre webinaire. Donc, un grand merci à toutes et à tous pour votre présence et votre attention
tout au long de cette session. Nous espérons bien sûr que les échanges et les analyses partagées ce matin vous auront apporté des éclairages utiles. Et avant de nous quitter, un dernier mot sur notre prochain événement, notre prochain webinaire concerne donc la nouvelle récolte maïs 2025 qui aura lieu donc le 13 novembre à 10h30. Donc je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran pour vous enregistrer dès à présent. Voilà, encore merci à tous, une très bonne journée et à très bientôt.